J'ai eu de longs échos de ce Langlois par la suite. À une certaine époque, il y a plus de 30 ans, le banc de pierre sous les tilleuls était plein de vieillards qui savaient vieillir. Voilà ce qu'ils me dirent, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ici, je travaille le guéri de tout. Dirent-ils. Et un an après, en 46, il fallut faire effort pour reconnaître l'Anglois qui retournait chez nous. Il est vrai qu'il était changé. C'était vers la fin du printemps, au crépuscule du soir, un très beau crépuscule que nous avons souvent, gentiane et or. On se préparait aux grands travaux de l'été présentement. On farfouillait un tout petit peu dans les jardins potagers, au lieu dit Prévillars, dans la boucle de la route de Saint-Maurice. À cet endroit-là, la route débouche d'une tranchée, au-dessus d'une cuvette, dans laquelle tout le village a ses potagers. Et pour aller rentrer au village, la route fait le tour de cette cuvette, presque un rond complet. Il ne s'agissait pas, ni à cette heure, ni en cette saison, de travaux rapides ou qui accaparent votre attention. C'était des rigoles d'arrosage qu'on faisait ou bien on butait, ce qui permet de lever souvent la tête, surtout dans ces beaux soirs de velours. C'est ainsi qu'on vit déboucher de la tranchée un cavalier qui venait de Saint-Maurice. Il montait un cheval vraiment très attirant, dans lequel on sentait beaucoup de nerfs, de courbettes et de pétarades que le cavalier dominait fort bien, n'en laissant passer d'entre ses jambes que juste ce qu'il fallait pour une très jolie parade. Le cavalier avait une redingote boutonnée jusqu'au cou, sanglé très étroit, sans brandebourg, mais un gibus tromblon d'une insolence rare. Les dimensions, les courbures, le poil, la façon dont il était posé de côté, quoiqu'un peu sur le front, l'habileté qu'il fallait pour le porter en équilibre constant dans les voltes et passes à droite du cheval faisait de ce chapeau comme un coup de pied au cul collectif et circulaire à tous ceux qui le regardaient. Pensez bien qu'on ne le perdit pas de l'œil pendant qu'il tournait avec la route autour de Prévillars. Nous n'avions pas l'habitude d'être ainsi chatouillés dans nos terres. On se dit en voilà un. On ne savait pas de quoi, mais c'en était un sûrement. Non, ça n'en était pas un, c'était l'Anglois. On le fait à mes rompit les fêtes avant qu'on puisse lui frapper sur l'épaule, ce qu'on aurait bien aimé faire. Et à peine s'il dit 3 mots à Frédéric II, qui s'était claqué les cuisses en le voyant. 3 petits mots, et ça n'était ni bonjour ni bonsoir, et inattendu un point qu'on fut même incapable de dire ce que c'était qu'il avait dit. Il tourna les talons, pénétra dans la cuisine de saucisses, ferma derrière lui la porte vitrée à travers laquelle on le vit prendre l'escalier qui montait à la chambre qu'il avait précédemment occupée. Saucisse même le regardait avec étonnement. Il était en effet bien changé. Il n'était pas question de disgrâce et de rancœur qu'ardait le lendemain de son arrivée, toujours coiffé de son gibus, dont nous nous disions, quand même, Renaud aurait pu mettre un autre chapeau. Il alla rendre visite au maire pour lui notifier les patentes par lesquelles il était nommé commandant de la louveterie. Voilà de nouveau des choses bizarres, car on avait bien vu dernièrement un lieutenant de louveterie. Il était venu avec l'ingénieur des mines de la Mure et un chocolatier de Grenoble, soi-disant pour une battue au sanglier qui s'était transformée finalement en partie de miroir aux alouettes, suivi d'un dîner de garçons. Mais on n'avait jamais vu de commandant. De plus, ce lieutenant habitait Mans, ce qui, si M. Barème n'était pas un plaisantin, obligeait le commandant à loger au moins à Grenoble, n'est-ce pas? Et dans les beaux quartiers, tandis que celui-là, qui était l'Anglois, dit au maire sa formelle intention d'habiter ici, chez nous. Nous ne sommes pas fiers de peu d'habitude, et même quand il y a des occasions de fierté, nous les tournons et retournons une bonne douzaine de fois avant de décider que ça en vaut le coup. Mais cette fois-là, on avait bien l'impression
que ça en valait le coup. Même quand on eut vu que Langlois continuait à prendre pension chez Chaussis. D'ailleurs, on s'était rendu compte que la redingote, quoique sans fioriture, était de drap fin, qu'elle pouvait être remplacée par une veste de buffle plus qu'un linge, que les culottes étaient de droguet de Montmélian ou d'un velours d'Annecy à faire loucher. Il y avait encore des bottes impeccables, qu'il salissait imperturbablement, qui lui faisaient le pied plus petit que celui d'une femme. Et surtout toi, grosse casquette à oreillère, une en drap anglais, à carreaux, une en bure, une en loutre, beaucoup plus amicale pour nous que le gibus tromblon, qu'il continua cependant à porter le dimanche. En outre, on faisait courir le bruit qu'il n'était chez Saucisse que d'une façon tout à fait provisoire, et qu'il avait l'intention de faire construire un pavillon, un bungalow, paraît-il, dans un endroit charmant, enfin dans un endroit où nous n'allions jamais, qui domine de très haut les vallées basses, où on peut apercevoir, quand c'est l'époque, le parapluie bleu du colporteur au moins 8 jours avant qu'il arrive. Costume incontestable, on les voyait, projet qui ne s'accordait pas du tout avec le visage de Langlois du temps de la chose. Il nous avait fait pas mal de discours, soit pour nous rassurer, soit pour nous passer des cerfs. Maintenant, il ne parlait presque pas. Frédéric II, par exemple, il ne le saluait que de la main, sans un mot, quand il le rencontrait. L'autre, qui avait une envie folle, de l'emmener chez lui, boire un coup, pour reparler de cette nuit et de ce matin à Chilian. Et, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous en dites? Et de lui taper sur les genoux à ceux qui étaient sur la place de l'église à faire boire les bêtes ou à pailler. Quand il passait, il disait un ou deux mots rapides. Il n'était pas insociable. L'ancien Langlois, évidemment, si on nous avait dit « Il viendra habiter ici », on aurait imaginé tout de suite qu'il jouera au quilles, il jouera au boule, il jouera à la manille. On finira par l'appeler Langlois tout court. Mais sans cette familiarité, il n'était ni fermé ni hautain, et aucun de nous n'a jamais pu penser que son grade de louveterie avait pu lui monter à la tête. Il s'arrêtait souvent avec les uns, avec les autres, même avec Frédéric II. Il disait alors ça va. C'était tout, bien sûr, mais au bout d'un mois qu'il était là, on trouvait que c'était déjà pas mal. Pour dire comment il était, il y a deux mots, l'un monacal et l'autre militaire. Le premier, c'est austère. Il était comme ces moines, ils sont obligés de faire effort pour s'arracher d'où ils sont et venir où vous êtes. Imiter les rires et les mots auxquels vous êtes habitués. Avoir la politesse ou le mépris de ne pas trop vous surprendre. Le second mot qui dépeint bien, ensuite, comment était devenu Langlois, c'est cassant. Il était cassant comme ceux qui ne sont vraiment pas obligés de vous expliquer le pourquoi et le comment, et ont autre chose à faire qu'à attendre que vous ayez compris. Sur ces nouvelles nécessités, il y avait toujours sa très fine, très soyeuse et très souple petite moustache et son œil noir fixe, qui faisait encore bien plus trou qu'avant dans ce qu'il regardait. C'est pourquoi, quand on eut compris que c'était à prendre ou à laisser, qu'il n'y avait pas de chance de les voir jamais se détendre, et que ça devait être sa nouvelle façon à lui d'être détendu et de s'arrondir, on accepta la chose, comme on accepte ici toutes les choses qu'on est obligé d'accepter, c'est-à-dire paisiblement. Il nous avait rendu tellement de services qu'on aurait pu être ingrat, bien facilement, peut-être le fut-on un tout petit peu, mais c'est que nous avons, nous aussi, pas mal de choses à faire. En tout cas, chaque fois qu'il s'adressa à quelqu'un pour lui demander si ça allait, on lui répondit toujours fort gentiment que ça allait. Par contre, on devint très familier avec le cheval. Dès le lendemain de son arrivée, Langlois s'était emparé d'une écurie désaffée, appartenant au café de la route, attenante à la salle de consommation et dans laquelle Saucisse entreposait des caisses de bouteilles de bière. Il coltina les caisses jusque sous un appentis que, sans mot dire, Saucisse mit ensuite en état le jour même, clouant des planches pour le clore et lui faire une porte. Saucisse s'en alla également acheter la paille et le fourrage, et c'est dans cette écurie
que Langlois installa son cheval et sa selle. Il passa sa journée de s'y assied et à clouer. On ne savait pas encore comment. Il était bien allé déjà se présenter au maire, mais le bruit ne s'était pas encore répandu. Quand il se répandit et qu'en même temps il fut permis à tout le monde de voir le dit commandancier clouer la planche, installer les gourmettes, manier le balai de bruyère, balancer les seaux, d'eau, et finalement s'asseoir au montoir pour fourbir le harnais. On trouva tout ça bien sympathique. Et comme, d'après ce que je vous ai dit, on n'eut guère l'occasion de manifester cette sympathie à l'homme, on la manifesta au cheval. Tant que c'était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses. C'était un cheval noir et qui savait rire. D'habitude, les chevaux ne savent pas rire. Et on a toujours l'impression qu'ils vont mordre. Celui-là prévenait d'abord d'un clin d'œil et son rire se formait d'abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que lorsque le rire gagnait les dents, il n'y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n'était jamais attaché. Quand il avait envie de sortir ou de voir du monde, il poussait sa porte et apparaissait sur le seuil d'où il faisait, avec son regard, le tour de l'honorable société qui prenait le frais sous les tilleuls ou qui vaquait. S'il reconnaissait quelqu'un qui lui plaisait plus particulièrement, il l'appelait d'un de hennissement très mesuré, semblable à des roucoulements de colombe. Et si celui-là alors levait les yeux et lui disait un mot gentil, ce qui était toujours le cas, le cheval s'approchait de lui à pas aimables, très cocasse, très volontairement cocasse, casseur de sucre un peu dansant, pour venir poser la tête sur son épaule. C'est parfois là qu'il riait, si on lui grattait un peu le front, ou bien s'il comprenait que son maître arrivait, car dans ces cas-là, comme on ne savait pas au début si la chose était agréable au commandant, on n'osait pas poursuivre les caresses et on reculait la main. Mais le cheval se mettait doucement à rire et remettait de lui-même et d'autorité le front sous la main. D'ailleurs, Langlois lui disait « Ah, coquine !» Cependant, c'était bien un cheval et non une jument, et il y avait dans le ton de voix de Langlois une grande affection qu'on avait un peu le droit de croire répandue au-delà du cheval, sur celui qui le caressait, sur ceux qui étaient là, assis sur le banc de pierre du tilleul, car Langlois ne disait que ces mots-là, mais regardait tout le monde. Le cheval avait encore d'autres manières, toutes plus gentilles les unes que les autres, toutes dirigées avec une grande intelligence vers ce besoin d'aimer que tout le monde a. Il suivait ses amis. S'il en voyait qui s'en allaient, soit au bureau de tabac, soit chez des voisins, chercher des outils ou se faire prêter des ustensiles, il les accompagnait. Venait se mettre à côté, frottait son museau contre les vestes, puis à leurs pas, faisait route avec eux, histoire, semblait-il, de passer un petit moment avec quelqu'un pour qui il avait de l'affection. Quelquefois, de ce temps, il les amusait d'un petit roucoulis de colombe, d'un petit pas espagnol, d'un mouvement de tête calculé pour faire mousser cette crinière soyeuse qu'il avait toujours peignée recta et propre comme un sou. Il y avait des attentions pour tous. Vous pouvez lui demander un service. Au début, bien sûr, on n'osa pas. On se contenta de profiter de sa gentillesse. On se méfiait de cette humeur de Langlois. Non pas qu'il soit de mauvaise humeur, mais je vous l'ai dit, n'ayant presque pas de contact avec nous, on ne pouvait guère savoir s'il verrait d'un bon œil qu'on se serve de son cheval. Mais à la longue, on se rendit compte qu'il avait laissé libre, qu'il comprenait fort bien sa façon d'être et que par conséquent, du moment que de lui-même le cheval se proposait à donner le petit coup de collier qui tire droit dans la montée de Prévilla ou les 5 minutes qu'il faut pour charrier une benne de la Fontaine à l'étable,
n'avait qu'à accepter ces petits services aussi simplement qu'il les offrait. Souvent donc, si le cheval n'était pas sur le seuil de son écurie pour guetter et saluer ses amis, et si on avait besoin de lui, on entrait chez lui, on demandait « Oh, est-ce que tu es là ?» Il répondait son petit cri de colombe et il venait. On ne savait pas son nom. Personne n'avait osé le demander à Langlois et personne n'avait osé lui mettre un nom. De chez nous, tous nos chevaux s'appellent Bijou ou Cocotte. Ça ne lui convenait pas du tout. On avait vraiment beaucoup plus de respect et beaucoup plus d'amitié que ça et d'estime. Quand on lui parlait, on faisait évidemment la voix tendre. On aurait bien aimé avoir un nom, à ajouter aux bonnes paroles, à glisser par-ci par-là dans les remerciements, histoire de lui faire comprendre qu'on était sensible et touché. Mais trouver un nom qui lui convenait, ça, naturellement, c'était en dehors des choses possibles. Et savoir comment Langlois l'appelait était dans le domaine des choses impossibles. Quand Langlois sortait avec lui, c'était l'impassibilité et le froid. Il le faisait obéir, rien qu'avec ses genoux. S'il lui parlait jamais, c'était dans l'intimité, et ça, non seulement ça ne regardait pas, mais encore, tout était fait pour nous le rappeler à chaque instant. Alors, quelques-uns l'appelaient cheval, tout simplement, mais on l'a peu à peu, en cachette. Et quand on était bien sûr de n'être entendu que par nous autres et par lui, on en vint à l'appeler à mi-voix Langlois. Bien plus simplement encore, car somme toute, il faisait avec nous tout ce que Langlois ne faisait pas. Il n'avait qu'un défaut, il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval, ni à une jument, il ne les regardait même pas. Il les côtoyait impassible pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition. Langlois, le lendemain même de son arrivée, fit donc cette visite au maire pour montrer ses patentes et à peu près un mois plus tard, il fit une autre visite. On en eut des échos par la sacristine, cette Martoune dont je vous ai déjà parlé. Beau masque, dit-elle, j'avais bien vu qu'il me suivait. Suivre Martoune n'est pas de la petite bière. Elle a 70 ans et ceci n'est rien, mais d'abord elle est bossue et ensuite elle s'est tellement fourrée de tabac à priser dans le nez qu'elle en a la bouche constamment ouverte depuis plus de 30 ans, avec, bien entendu, tout le ravage que l'air d'ici peut causer dans une bouche ouverte. Horrible à voir. Sur Martoune, en culotte, dos drogué, de Montmélian et bottes souples comme un mouchoir. Ah non. Riez comme des peignes, dit-elle, si je vous le dis, c'est que c'est vrai, je n'ai pas d'intérêt à vous le dire. Bref, elle prétendit qu'il y avait plus de 3 semaines qu'elle suivait le manège. Il s'était posté sous les saules en face de la porte. C'était un, mettons, mardi. Elle alla planter sa chèvre dans un pré. Il la regarda faire. Elle alla faire diverses petites choses par-ci par-là. Il la suivit de l'œil partout. Quelquefois même, il quitta l'abri des feuillages de saule pour la suivre vraiment de loin, pas à pas. Mercredi, jeudi, et Martoune qui n'est pas bête, si je vous racontais la jeunesse de Martoune, s'aperçoit que Langlois quitte l'abri des saules pour la suivre chaque fois qu'elle va du côté de l'église. Elle se dit « Attends, mon beau ». Et en effet, le samedi, elle fait un nettoyage dans l'église. Et le samedi, recta, Langlois lui emboîte le pas. Pour ce samedi-là, c'est tout. Le samedi, Martoune passe un chiffon humide sur la Sainte Vierge et un chiffon sec sur le Christ qui est en plâtre et dont le sang tient à peine. À chaque instant, il faut que monsieur le curé refasse les gouttes avec un pinceau. Elle aligne les chaises après avoir balayé dessous. Mais le lundi, elle fait la sacristie, autant que possible de fond en comble. Ça signifie que non seulement elle brosse, secoue et range les vêtements dont monsieur le curé s'est servi le dimanche, mais encore qu'elle fait prendre l'air à toute la garde-robe, car le placard qui la contient est au nord, sous l'ombre du grand chêne, et moisit vite les affaires. Le lundi donc, elle avait installé les 4 belles chasubles, la mauve, la rose et verte, où sont brodées au fil d'or des roses avec leurs feuilles exactement comme vivantes. Elle a été donnée à la paroisse en 27 par le couvent des Présentines, où il y a toujours
adorée. Elle est si belle que monsieur le curé n'ose pas la mettre, et la blanc et bleue, celle des hosties, des bleuets, la courante qui s'éline et que Martoun surveille attentivement. Pour la surveiller, justement, elle s'était approchée de la petite fenêtre grillée qui donne sur le pré de Karl. Elle entendit un petit bruit d'oreille et se dit « Ah, te voilà !» Elle se mit alors un peu en retrait, et en effet, elle vit passer une ombre, puis repasser une ombre, puis enfin une main qui se mit à la grille. Cette petite fenêtre n'est pas même à hauteur d'homme. Elle m'arrive ici, à moi, à la poitrine. C'était la main de Langlois. Elle l'a reconnue à la grosse bague d'argent qu'elle portait. Martoun est intelligente, comme je vous l'ai dit, mais peut-être pas pour tout. Malgré son âge, sa bosse et ses chicots, elle s'était mis dans la tête qu'elle pouvait faire un peu la donzelle. Elle resta cachée. « Hé, là-dedans !» dit Langlois. « Alors quoi ? Tu te fous du monde ? Amène un peu tes abattis. » D'une voix qui fit immédiatement sortir Martoun de son coin d'ombre. Langlois regarda les vêtements sacerdotaux exposés sur le dossier des prie-dieu. « Ils sont tous là ?» demanda-t-il. « Oui, dit Martoun. Il n'y en a pas d'autres. »« Non, il n'y en a que 4. Montre-moi un peu mieux celui-là, dit Langlois, passant à travers les barreaux de la fenêtre un index pointé vers la chasuble rose et verte, ce que Martoun se dépêcha de faire. « Et la dorée !» Elle lui montra la dorée. Langlois avait encadré son visage dans un carré des barreaux et regardait très attentivement. « Allez, dit Langlois, sors-moi les ostensoirs. » Ah ça, Martoun dit que de sa vie, il n'avait touché l'ostentoire. Que d'ailleurs, il n'en avait qu'un, qui était fermé dans le tabernacle, et que seul monsieur le curé s'en occupait. « Parole d'honneur » demanda Langlois. Ni fille ni raisin. « Parole d'honneur, monsieur le commandant, dit-elle. Il eut l'air de tiquer sur le titre qu'elle lui donnait pour faire sa cour à la façon des vieillards. Il la transperça de 2 ou 3 coups d'œil assez mauvais, et il s'en alla. Le soir même, il faisait une visite à monsieur le curé. Visite celle-là, dont rien ne transperça. Tout ce qu'on sut, c'est que pour aller du café, de la route à la cure, il y a 200 pas. Langlois s'étant mis dès 3 heures de l'après-midi en redingote serrée, Gibus à son cheval, le monta et fit ses 200 pas en grand uniforme sur un cheval tenu si serré qui dansait sur place en faisant l'hippocampe. Cette sortie eut naturellement beaucoup de succès. On nota d'ailleurs qu'il resta à peine 1 heure à la cure et qu'ils sortirent alors tous les deux, monsieur le curé et lui, pour aller à l'église où ils entrèrent. Le cheval, abandonné à lui-même, revint tout seul à l'écurie, mais ne s'arrêta pas avec ses amis. Il se contenta de saluer au passage par un petit ronflement. Il avait l'air comme nous de se demander ce que signifiait cette cavalcade. À la longue, on prit l'habitude de se dire qu'en ce qui concernait Langlois, rien ne signifiait rien. Cette visite si spectaculaire à la cure, par exemple, 0 et triple 0, il reste à peine 1 heure, alors qu'on sait que monsieur le curé, s'il a de la visite, il n'y a plus moyen de s'en dépêtrer. Ils sortent tous les deux, ils vont à l'église. Là, ils restèrent, mettons à peu près 20 minutes, et on sait ce qu'ils y firent. Monsieur le curé ouvrit le tabernacle et lui montra l'ostensoir. Un point, c'est tout. Langlois regarda, et après avoir regardé, s'en alla. 20 minutes, puis Langlois sortit de l'église, et un peu après, monsieur le curé aussi. Et par cas, comme aurait dit Langlois, car jamais plus on ne vit de Langlois, à l'église ni pour des messes, ni pour des vêpres, ni pour rien. Et quand par la suite, il rencontra monsieur le curé sur la route ou dans le village, il ne salua que du salut, qui nous était indistinctement dédié à tous, de la main, sans un mot.